On va prendre les questions de M. Israël Mutombo. Merci pour la parole. Alors, je suis curieux, je reviens par rapport à la question des FDLR. Je veux savoir la neutralisation des FDLR et les désengagements des troupes rwandaises. Ce seront concomitamment où il faut d'abord finir avec la neutralisation des FDLR avant et le début du retrait des troupes rwandaises. Ça, c'est la première question. La deuxième, pourquoi avoir quitté le cadre multilatéral pour une démarche bilatérale dès lors que plusieurs pays interviennent dans la crise sécuritaire en République démocratique du Congo? Et puis pour terminer, pourquoi avoir quitté les cadres multilatéraux? Quel cadre multilatéral la ministre d'État demande? Pour avoir un peu plus de précision sur votre question. C'est-à-dire, bien avant, il y a eu... EAC SADC, exactement. Évidemment. Parce qu'avant ça, il y avait loin. Exactement. Alors pour terminer, j'aurais bien voulu qu'on lise dans l'accord le point 6. C'est de là que je ressors ma question. Le point 6, alinéa 1, intégration bilatérale. Intégration bilatérale. Dans le cadre, le parti lance et barre ou élargisse la coopération sur des priorités communes, telles que la gestion des parcs nationaux, le développement hydroélectrique, les dérisquages des chaînes d'approvisionnement en minerais, la gestion conjointe des ressources dans le lac Kivu et des chaînes de valeur minières transparentes et formalisées de bout en bout de la mine au métal transformé qui relie les deux pays en partenariat, les cas échéants avec le gouvernement et investisseurs des États-Unis. Par rapport à ça, je voudrais d'abord comprendre l'esprit de ce point, mais aussi la gestion conjointe sur les domaines miniers pour arriver à certifier nos matières minières. Était-il impérieux d'associer le Rwanda? Pardon? Encore plus fort. Je disais, la question, celle qui est liée à la gestion conjointe sur les domaines miniers, pour arriver à certifier nos matières minières, était-il impérieux d'associer le Rwanda? J'ai pris la question par rapport à l'article, le point 6, premier alinéa, que je viens de lire tout à l'heure. Voilà, merci. Donc, 3 questions. La première question sur la concomitance FDLR, retrait de mesures de défense. La deuxième question sur le processus bilatéral. La troisième sur les cas d'intégration économique. Allez-y, Mineta. Merci beaucoup. Donc, la question de la concomitance, encore une fois, j'ai essayé d'expliquer auparavant que le CONOPS reconnaît les préoccupations sécuritaires des deux pays et les traite justement de manière égale. C'est pour cela qu'il y a cette question cet aspect de concomitance. On ne peut pas parler, si vous voulez, d'une neutralisation des FDLR et ensuite d'un désengagement des forces. C'est comme pour dire qu'une question est plus importante que l'autre. C'est pour cela que cet aspect d'une concomitance est repris dans le CONOPS. Évidemment, la réalité est aussi... Concomitance, en français facile, concomitance, c'est en même temps. En même temps, on a le CONOPS est divisé en 3 phases. Chaque phase a 30 jours. Dans ces phases de 30 jours, on regarde côté FDLR, qu'est-ce qu'on va faire? Côté RDF ou côté forces armées rwandaises qui doivent se désengager, qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Et là, maintenant, nos experts militaires et des renseignements se sont assis pour dire, bon, si on est dans une première phase, quelles sont les choses qu'on devra faire? D'abord, identifier des deux côtés, quel est l'effectif, quel est le point de départ. Ensuite, engager, par exemple, du côté des FDLR, des sensibilisations pour dire, ceux qui veulent, s'il vous plaît, rentrez chez vous, ça va nous faciliter la tâche. Du côté du désengagement des forces, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Quel est le dispositif en place? Quel est l'effectif? Et ensuite, on avance de manière graduelle. Maintenant, la réalité du terrain est aussi qu'on doit s'adapter à certaines réalités contextuelles. Ça veut dire, par exemple, quand on se projette dans une logique actuelle, parce que le CONOPS a été rédigé en octobre, et la situation a changé entre maintenant et octobre, on ne peut pas penser, par exemple, à une neutralisation, des FDLR sans une présence des forces armées congolaises dans les zones où ils opèrent. Et donc, on ne peut pas penser à une neutralisation des FDLR
sans un désengagement des forces armées rwandaises. Et donc, c'est justement là où nos experts militaires travaillent ensemble pour dire, si on veut atteindre tel objectif, eh bien, on doit être conscient que l'autre partie doit avancer sur certains points. Et c'est ça l'esprit de la concomitance, ou l'esprit du fait que tout se passe en même temps. On ne peut pas dire qu'on a un problème des FDLR si nous ne contrôlons pas les zones où elles sont supposées être opérationnelles. On ne peut pas dire non plus qu'on a un problème d'un désengagement des forces si nous ne sommes pas présents pour attester et confirmer le départ de ces forces. Et donc, évidemment, entre octobre et juillet 2024 et juillet 2025, il y a eu certains changements contextuels et on devra ajuster. Mais l'esprit reste le même. L'esprit reste le même. On respecte votre préoccupation, c'est les FDLR, pas de problème, on va s'en occuper. Mais vous respectez aussi la nôtre. Et c'est que vos militaires n'ont rien perdu chez nous, bye bye. Et donc, c'est ça l'esprit de la concomitance. Les deux parties doivent reconnaître la validité de leurs préoccupations sécuritaires. Est-ce qu'on peut estimer le retour de la paix? Pour quand est-ce qu'on peut estimer le retour de la paix? Bon, vous savez, si j'avais cette réponse, vraiment, je vous la donnerai évidemment, mais je la donnerai tout d'abord aux populations à l'Est, parce que ce sont elles qui sont les plus affectées. C'est une question à $1 million de dollars. Je n'ai pas la réponse à quand est-ce qu'on peut estimer le retour de la paix. Ce que moi je peux vous dire, c'est que du côté de la République démocratique du Congo, à travers la signature de cet accord, à travers tous les actes politiques que nous posons, à travers notre mobilisation, nous sommes déterminés à œuvrer pour un retour de la paix dans les plus brefs délais. Maintenant, la responsabilité, c'est une responsabilité partagée. Voilà, la question sur les multilatérales. Oui, la question sur le multilatéral, donc pourquoi est-ce qu'on n'a pas continué dans le cadre SADC-EAC? Bon, vous savez, à un certain moment, il y a eu des engagements à plusieurs niveaux. Vous vous en souviendrez. On a eu d'abord le processus de Luanda, on devait avoir un sommet, et le président Kagame n'y a pas participé. On a eu ensuite plusieurs tentatives au niveau de la sous-région de trouver une solution. Il y a eu plusieurs accords qui ont été signés, plusieurs décisions, mais il n'y a pas eu de matérialisation. Et donc la raison pour laquelle ces cadres multilatéraux n'ont pas continué à être exploités, c'est parce qu'ils n'ont pas fourni de résultats. Et parce qu'on n'a pas le luxe de dire on va juste attendre jusqu'à ce qu'un bon jour on ait un résultat. Nous sommes le pays agressé, nous sommes le pays occupé, nos populations souffrent, nous n'avons pas le luxe du temps et de dire bon, on va maintenant gérer les égos des uns et des autres. Nous voulons des résultats et nous les voulons rapidement. Et nous les obtenons là où nous pouvons les obtenir. Et je pense que cet accord en est la preuve. La troisième question, alors c'était sur le point 6 justement. Et donc, sur s'il était nécessaire d'avoir le Rwanda associé dans la question de la certification. Oui, dans la certification. Donc, en fait, ce volet, c'est un accord quand même structurant de l'accord. C'est un aspect structurant de l'accord. Il propose transformer les questions sur lesquelles nous avons souvent eu des conflits en zone de coopération. Et donc l'idée, c'est justement d'aller d'un contexte dans lequel on s'accuse mutuellement vers un contexte justement où il y a plus de transparence et plus de visibilité. Quand il s'agit de la certification, il ne s'agit pas que du fait que le Rwanda va maintenant certifier nos minerais ou que nous allons certifier les minerais rwandais. On s'appuie sur les mécanismes qui existent, sur les mécanismes par exemple de la CIRGL pour dire justement si nous voulons que la question des ressources naturelles ne soit plus une question épineuse, si nous voulons aller au-delà des accusations mutuelles des uns et des autres, vous avez pris les nôtres, vous les vendez comme les vôtres, etc., nous devons renforcer cet aspect-là des mécanismes qui existent déjà au niveau de la région, à savoir les mécanismes aussi de certification. Et ça veut dire que, forcément, nous devons travailler ensemble avec le Rwanda, tout comme nous devons travailler avec d'autres pays de la région. Quand vous regardez la CIRGL, elle ne se limite pas au Rwanda et à la RDC, mais elle a justement le mécanisme qui est le plus utile, si vous voulez, et le plus probant pour cette question de certification et sur lequel je pense que nous allons devoir nous appuyer.
et donc pas exclusivement RDC-Rwanda, mais justement dans un caractère régional qui va bien au-delà. La question, c'est qu'ici, il s'agit d'un accord entre les deux pays. C'est pour cela qu'on parle explicitement des deux pays. Alors, je vais être plus concret sur cette question pour éviter justement toute ambiguïté. Le lac Kivu, nous avons le gaz dans le lac. Le lac qu'on les partage. Comment voulez-vous que sur la gestion du gaz qu'il y a dans le lac, un peu comme on a les pétroles dans les Graben albertines avec l'Ouganda, qu'il n'y ait pas des interactions? Première question, premier exemple. Deuxième exemple, le massif du Virunga, le parc de Virunga. C'est les mêmes massifs. Évidemment, il est plus grand, plus important à RDC et plus petit au Rwanda. On a des familles des gorilles qui vivent comme des humains. Lorsqu'il y a de coups de feu, ils se déplacent. Ils traversent dans les mêmes massifs pour se retrouver. Donc, vous voyez que c'est les questions qui ont été abordées ici, c'est des questions qui nous lient. Nous connaissons tous les motivations de la guerre. Vous avez vu qu'on a sanctionné la raffinerie de Gasabo au Rwanda par l'Union européenne parce qu'elle raffine de l'or qu'il n'y a pas chez eux. Et donc ici, il faut s'assurer que nous avons pris toutes les précautions qu'il faut. Souvenez-vous de ce que la Mineta a dit précédemment ici. Nous sortons de 30 ans des conflits. Nous avons de millions de morts. Et donc, même si nous devons nous engager dans le cadre d'un partenariat économique, cela ne peut jamais se faire sans tenir compte de tout ceci. Et donc, Israël Mutombo, soyez bien apaisés sur le sujet. Ce qui a été abordé ici, c'est des choses qui sont vécues au quotidien et pour lesquelles nous, comme République démocratique du Congo, dans le cadre d'une paix restaurée, on ne peut que voir comment mieux faire. On a parlé d'électricité aujourd'hui, même aujourd'hui, Sénélac. Je vous ai donné l'exemple du Sénélac, du courant qui est produit Ruzizi en RDC, mais qui est donné au Rwanda et au Burundi dans le cadre d'un projet d'intégration qui a été mené par la CEPGL. Donc ici, il faut bien lire ce qui a été dit et le garder dans le contexte précis parce que vous avez des exemples des réalités qui sont déjà vécues sur terrain. On va prendre la prochaine question. Comment nous sommes arrivés à signer l'accord avec le Rwanda alors que la démarche était celle de rechercher la sécurisation? Je crois que ici, Israël, on ne va pas refaire l'émission. La Mineta a dit que c'est un accord de paix. On a signé un accord de paix. Dans cet accord, on a énoncé des principes, notamment le principe de l'intégration économique. Et dans les principes d'intégration économique, on a parlé d'une intégration régionale, on a parlé de ce qui est bilatéral en partant de l'existant. Il faut bien comprendre cela pour que cela ne soit pas un élément de confusion. On aura l'occasion, je viendrai sur votre plateau pour aller plus en détail, parce que je pense que vous-même, vous avez des susceptibilités sur le sujet. Mais ici, comme le président de la République l'a dit en début de cette émission, aucune ressource de la RDC ne sera brandée. On commence par M. Kouzike et on termine par Mme Djinoutabou. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole a été démocratisée. Madame, j'ai constaté que vous avez du mal à vous débarrasser des textes. Il faut poser des questions. Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Posez votre question, ce n'est pas une tribune pour des interventions. Vous posez votre question, on viendra dans votre plateau pour donner les détails. Mais ici, il faut poser votre question et on vous donne une réponse. Excellence, Madame la ministre d'État, nous sommes ici dans une matière précise de négociation en sociologie des conflits. Ça signifie que pour que nous tombions dans un consensus, il faut que chacune des parties perde une chose et gagne une autre. Vous pouvez nous dire et dire aux Congolais ce que le Congo a perdu en signant cet accord et ce qu'il a gagné, ce que le Rwanda a perdu dans cet accord, ce qu'il a gagné. Et la deuxième question, comment les facilitateurs, dont les États-Unis d'Amérique qui interviennent à titre de facilitation, sortent en tant que partie qui signe l'accord. Pourtant, les facilitateurs n'est pas partie prenante aux négociations. À quel titre est-il ou sont-ils intervenus, les États-Unis, pour demain signer cet accord en tant que partie prenante au conflit? Okay. Alors, la dernière question, je termine. Excusez-moi, monsieur le ministre. Madame, s'il vous plaît. Madame Dino. La dernière. Merci beaucoup. Merci, monsieur. On viendra dans votre plateau, monsieur Kouzike, ça, s'il vous plaît.
Madame la ministre d'État, pour les questions qui vous ont été destinées. Parfait, merci beaucoup. Alors la première question, qu'est-ce que la RDC a perdu et qu'est-ce que la RDC a gagné? Et idem pour le Rwanda. Écoutez, encore une fois, je ne voudrais pas verser dans des interprétations politiques. Comme le ministre Muyaya l'a expliqué, nous sommes dans un exercice pédagogique, nous sommes dans un exercice d'explication de l'accord. Si on parle de gains et de pertes, c'est une interprétation, si vous voulez, de cet accord, et je trouve que cela pourrait être extrêmement subjectif. Concentrons-nous donc sur ce que nous avons noir sur blanc et pas sur ce que nous croyons voir. Je pense quand même que ce que nous avons gagné, et je veux me concentrer sur les gains, je veux me concentrer, je veux être optimiste justement. Ce que nous avons gagné, ce que nous avons obtenu, c'est un accord clair, c'est un accord qui responsabilise les deux parties, c'est un accord avec un garant, et ça m'amène à la deuxième question dont vous avez parlé, que vous avez évoqué, un garant qui est prêt à se mobiliser aussi pour assurer le suivi de cet accord et sa mise en œuvre effective. La deuxième question, à quel titre est-ce que les États-Unis d'Amérique ont signé? Eh bien, au même titre que l'Angola aurait signé, au même titre que les pays de la SADC auraient signé, au même titre que le Qatar va signer, en tant que facilitateur, évidemment. C'est un document juridique, on ne peut pas juste laisser les deux parties signer. Il y a cet engagement aussi du facilitateur qui doit se matérialiser à travers une signature, et donc c'est justement pour cette raison que les États-Unis d'Amérique ont signé, parce qu'ils ont justement ce rôle de facilitateur. En même temps, vous vous en souviendrez peut-être, pendant la cérémonie de signature, il y avait d'autres participants qui ont aussi contribué à ces efforts, mais peut-être que cela ne s'est pas manifesté à travers une signature, à savoir le président de la Commission de l'Union africaine, à savoir le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères du Qatar, à savoir aussi le ministre des Affaires étrangères du Togo. Juste pour vous montrer justement que cet accord est le fruit de plusieurs efforts, mais spécifiquement dans ce cas-ci, le fruit aussi d'une facilitation assumée par les États-Unis d'Amérique, et donc à juste titre, ils ont signé cet accord avec nous dans leur qualité de facilitateur, tout comme ça aurait été le cas si cet accord avait été signé en Polynésie ou je sais pas, en Indonésie ou n'importe quel autre pays du monde. Quand un pays est facilitateur, il a aussi cette responsabilité-là d'apposer sa signature à cet accord. La troisième question, c'était sur les FDLR, sur les effectifs des FDLR, sur le positionnement des FDLR. Comme le ministre l'a indiqué, nous n'allons pas pouvoir nous pencher sur ce genre de détails opérationnels, mais ça nous ramène encore une fois au rôle du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité qui justement a ce travail-là, d'établir, si vous voulez, un point de départ, d'établir une compréhension partagée. Où sont-ils? À combien sont-ils? Quelle est la réelle menace qu'ils représentent? Tout comme pour la question du désengagement des forces, ce travail-là devra aussi se faire. Quels sont les effectifs dont nous parlons? Où sont-ils positionnés? Si nous voulons passer à la mise en œuvre de ce CONOPS, évidemment, comme vous l'évoquez, ces questions sont tout à fait légitimes et pertinentes et vont être justement au cœur du travail de ce mécanisme qui va être mis en place. Nous n'allons peut-être pas tous avoir les détails de ces informations, mais pour que ce travail se fasse de manière efficace, il devra y avoir un point de départ qui permettra justement d'évaluer le progrès et le succès des efforts et des opérations respectives. Voilà, Madame la ministre d'État, nous avons en tout cas terminé cet exercice pédagogique. Il était lent, mais comprenez qu'il y avait... Il était aussi pédagogique pour moi. Voilà, qu'il y avait beaucoup de questions et qu'il était important que le peuple congolais puisse être fixé et édifié de cet accord qui a été obtenu évidemment grâce aux efforts diplomatiques portés par les présidents de la République lui-même, la Première ministre, la Mineta et toute l'équipe, parce que finalement c'est un travail qui a été fait par plusieurs. C'est un point de départ. Madame la ministre d'État, quels peuvent être vos mots pour terminer l'exercice de ce soir? Tout à fait. Je pense que le mot important ou l'expression importante ici, c'est effectivement un point de départ. Comme je l'ai dit à Washington DC, c'est maintenant que le vrai travail commence. C'est un travail qui nous concerne tous en tant que Congolais et Congolaises, en tant que citoyens engagés, que nous soyons membres du gouvernement, que nous soyons membres de la société civile, de la presse
ou citoyens engagés et épris du souci de voir la paix se matérialiser dans notre pays, notre travail à nous tous commence maintenant, à commencer par l'appropriation de cet accord, sa compréhension, sa lecture évidemment, la curiosité qui devrait nous animer justement, devrait nous encourager aussi à avoir des conversations les uns avec les autres pour mieux comprendre cet accord, mais aussi se pencher concrètement sur les réalités qui doivent rapidement se transformer, en particulier dans les zones encore sous occupation à l'est de la République démocratique du Congo. Donc ce n'est qu'un début, c'est le premier pas et nous allons continuer à avancer vers la mise en œuvre de cet accord, mais surtout aussi vers une paix durable, vers un développement durable et vers une pacification continue de la partie est de notre pays et évidemment de la région des Grands Lacs. Merci beaucoup. Voilà, merci Madame la Ministre d'État. Pour terminer, je sais qu'il y a